Salut, bienvenue à cette première du Lab Secret. On est super énervé, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait ce soir, mais je m'appelle Éric, bonjour. Christian Page, mesdames, messieurs. Christian Page, qui bien sûr, que vous connaissez pour ses chroniques au 98.5. Absolument. Est-ce qu'on ne dit pas ufologue, on peut dire passionné de vérité? Plutôt un journaliste spécialisé dans les phénomènes étranges et mystérieux. Bon, on s'est connus, nous, ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît. Absolument. Christian écrivait des séries sur le paranormal, entre autres. Il a écrit Northern Mysteries, Missing Link, Killer Kids. En français, c'était Dossier Mystère. Oui, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui, parce que je t'ai menti, pour commencer. Tu cherchais quelqu'un qui faisait des effets spéciaux. Exact. Et je t'ai dit, ben oui, j'en fais. Tu m'as dit, ben, fais-moi-en. Tu m'as demandé de faire un test et je suis arrivé chez nous, puis j'ai appelé un ami qui était meilleur que moi. Et on a eu le contrat comme ça. Exact. On s'est suivis pendant quelques années. Et ce gars-là est pour moi une encyclopédie. C'est-à-dire que quand il pogne un livre, il va tellement connaître le sujet par cœur. Et en plus, souvent, tu les as rencontrés. Oui. Parce que dans ton domaine, vu que tu faisais pas juste écrire l'émission, tu faisais les entrevues, tu scénarisais également les épisodes. Quand on parle des séries, là, tu as mentionné Missing Link, qui en français s'appelait Force Obscure. Oui. Dossier Mystère. Oui. Il y a également, j'ai fait aussi quelques séries judiciaires. On pense Les Enfants Assassins. Oui. Crime Occulte, 2 séries diffusées à Canal D. Comme tu l'as mentionné, non seulement j'ai fait la recherche, j'ai scénarisé également chacun de ces épisodes et j'ai fait pratiquement 100% de toutes les entrevues que l'on retrouve dans ces émissions-là. Donc, je me suis rendu sur place. Donc, j'ai une connaissance, disons... encyclopédique. Oui, mais empirique aussi des lieux. C'est quand on parle des maisons hantées, on n'a pas simplement tourné des images. J'y étais avec une équipe de caméramans, j'étais sur place. Donc, j'ai une connaissance de ces lieux-là. Et faut pas se le cacher, c'est le fait d'avoir fait de la télé qui m'a donné cette opportunité qui, malheureusement, n'est pas donnée à tous les gens qui sont dans le milieu du paranormal. Non, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ta place, qui aimeraient avoir ton micro puis ton crachoir. C'est toi qui es là. On aura peut-être l'occasion, je sais pas, de leur donner une voix à un moment donné. Pourquoi pas? On est ouvert à tout, naturellement. Absolument. Et d'ailleurs, on n'est pas là, nous, pour cracher sur ce qui existe. On est là pour vous parler de choses qui nous intéressent, des cas intéressants. Et ce qui est le fun, vu que tu le fais déjà à la radio, c'est que là, en plus, on a l'image. On aura toujours des documents à vous présenter. Question, finalement, d'agrémenter ce qu'on a à vous dire. Absolument. Et on va le faire toujours avec cette optique de présenter non seulement des dossiers intéressants, mais de le présenter dans un cadre journalistique, en essayant, bien sûr, de présenter la véracité des éléments tels qu'on peut le vérifier, comme c'est vérifié et vérifiable. Voilà, exactement. Vous mentionnez également qu'on est dans un endroit qu'on appelle le Lab Secret. Au début de l'été... Au début de l'été, Christian et moi, on est partis sur la 112. On est tous les deux de la Rive-Sud. On est allé se promener et on a trouvé une maison un peu tout croche, on va le dire. On n'a pas fait le gazon, mais on a décidé que l'intérieur, on allait le travailler et on allait faire de quoi avec ça pour... qui est devenu notre Lab Secret. Notre Lab Secret. Est-ce que tu me permets d'aller peut-être faire visiter... Je t'invite à faire un tour du propriétaire. Je ne vais pas trop vous en montrer, parce que si on vous en montre trop, vous allez savoir c'est où, mais on ne veut pas avoir de visiteurs. Exact. Advenant le cas que vous devinez c'est où, on vous invite à pas trop en parler. Exact. À garder ça pour vous si c'est possible. Alors, oui, mon téléphone, il est ici. Alors, il est en streaming Wi-Fi, donc je pourrais... Alors, logiquement, là, le son devrait passer de mon micro-cravate au iPhone. Alors, ça, c'est le studio, le bordel, les caméras. OK, là, on va sortir à l'extérieur. Regarde ça. Ça, c'est en arrière. Je ne peux pas dire c'est où, mais regarde, y a-tu des oiseaux? C'est hallucinant, je ne comprends pas. Alors, ben voilà, ça c'est... Il n'y a pas âme qui vive dans le coin. Je ne peux même pas vous dire comment on a fait pour découvrir cet endroit-là. À peu près à 30 minutes de Montréal, ça arrive sud. Des gens qui veulent voir de quoi a l'air le Lab Secret. Voilà. Pas trop m'éloigner parce que je pense que je vais perdre le signal. Okay. Oh oui, je perds le signal. OK. Christian, je te retourne la parole en studio. Je m'en viens. Bon. Alors, si vous découvrez en circulant sur la Rive-Sud de Montréal l'endroit où se trouve le Lab Secret, comme Éric l'a mentionné, on vous demande de garder le secret. Autant que possible. Le fameux hangar 18 ou un truc comme ça. Hangar UFO. Voilà. Faut pas dire où on se trouve. Et comme le Area 51, si vous rentrez ici, il y aura sûrement 1 ou 2 gars avec un gun qui vont vous tenir en joue. Deadly Force Authorized. Et comme on n'avait pas d'argent pour la machine à boucan, il y a Gontran qui fume des Dumouriez en arrière. Il va faire ça toute l'émission. Bon, alors, il y aura également... Dans l'émission, il y aura également ce qu'on appelle des nouvelles. Oui. Je vais aujourd'hui, étant donné
donné que tu es le grand spécialiste, je vais te laisser commencer avec les nouvelles. Voici donc notre bloc nouvelles. Bienvenue au Flash Nouvelles du Lab Secret. Tu commences en nous parlant de quelque chose de bien intéressant avec un gars qui a un nom que je ne suis pas capable de dire. En fait, c'est un nom et un manuscrit. Oui. C'est le manuscrit de Voynich. Donc, pour le besoin des auditeurs, on va se replacer un peu dans le contexte. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit de Voynich? Et on va voir également défiler à l'écran des images pour permettre aux téléspectateurs de bien saisir de quoi on parle. Donc, l'histoire de ce manuscrit, en fait, qui est le manuscrit le plus mystérieux du monde, débute pour nous au 20e siècle. On est aux alentours de 1912. On a un antiquaire de livres anciens qui se spécialise dans la vente de manuscrits rares. Alors, il se retrouve en banlieue de Rome, et on le sait, avant l'invention de l'imprimerie, comme tu t'en rappelles certainement, Éric, oui. qui date de 1450 à peu près. Donc, avant l'invention de l'imprimerie, c'était dans des monastères, et on avait des moines copistes. Oui, tu avais les moines bouddhistes et les moines copistes. Donc, les moines copistes recopiaient des manuscrits. Oui. Et c'est ainsi que donc, notre bonhomme, Wilfrid Voynich, va de monastère en monastère en quête de ces manuscrits rares. Alors, il se retrouve donc en banlieue de Rome, et là, on lui propose une caisse qui contient des manuscrits. Et l'un de ces manuscrits attire particulièrement son attention. C'est un beau manuscrit, et on le voit là, défiler à l'écran. C'est un beau manuscrit écrit ou rédigé sur un papier de qualité. La reliure est très belle aussi. Donc, c'est un manuscrit de grande qualité. Okay. Ce qui retient l'attention de notre antiquaire, M. Voynich, c'est que le manuscrit semble fait en 3 parties. On a une première partie qui montre des plantes, donc on a l'impression, ou à tout le moins Voynich dit, il doit s'agir d'un traité d'herboristerie ou un truc de botanique. Okay. La deuxième partie montre des espèces de systèmes solaires, des étoiles, de l'astrologie. Alors il pense immédiatement à un traité d'astrologie. Et la troisième partie, on voit comme des femmes qui se baignent dans des bassines avec un liquide coloré. Alors il se dit, il doit s'agir également d'un traité de médecine. Ou une pub pour le balnéaire. Si tu veux. Donc, on se retrouve avec ces 3 éléments-là. Ce qui retient aussi l'attention de Voynich, et les téléspectateurs l'ont vu, c'est l'écriture du manuscrit. Voynich, qui est un érudit, regarde le manuscrit, il a l'impression que l'écriture ressemble à du sanskrit, l'écriture qu'on retrouve en Inde, ou encore à de l'écriture arabe, donc du Moyen-Orient. Mais malgré ses grandes connaissances, Voynich n'arrive pas à associer l'écriture à quoi que ce soit de très précis. Alors, il revient aux États-Unis, achète le lot de manuscrits, rentre aux États-Unis et là, le présente à des experts. Et peu à peu, le manuscrit va s'entourer d'un aura de mystère parce que non seulement on va découvrir que l'écriture n'existe pas. Okay. C'est une écriture inconnue qui n'existe pas, n'a jamais existé, et ce n'est pas n'importe quoi. Très rapidement, les linguistes sont en mesure de déterminer que l'écriture répond à des règles de syntaxe. Par exemple, lorsqu'il y a un symbole qui précède ce que l'on croit être un mot, ce mot présente un autre symbole, un peu comme en français, on aurait les ou des et le mot okay. suivi de la marque du pluriel. Okay. Donc, il y a des règles de syntaxe qui sont respectées. Ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas le seul mystère du manuscrit. Les plantes, les systèmes solaires ne représentent absolument rien de connu sur Terre. Ce n'est pas des plantes qui existent sur Terre, ce n'est pas des systèmes solaires qui sont non plus reconnus. Alors, le manuscrit est non seulement mystérieux à cause de ses dessins, de ce qu'il représente, mais également mystérieux à cause de son écriture. Est-ce que ça se pourrait que cette personne-là se soit inventé un langage un peu comme le Klingon pour que ses notes restent personnelles? Tout à fait possible. D'ailleurs, l'une des premières hypothèses qui est proposée à propos du manuscrit de Voynich, c'est qu'il serait un traité probablement d'alchimie qui aurait pu être fait, et là on a comme 2 candidats qui viennent en tête. On a un dénommé Bacon, qui était un alchimiste du 13e siècle, qui avait l'érudition pour écrire ou produire un manuscrit comme celui-là, okay. Et on avait plus tardivement Léonard de Vinci, qui aurait pu aussi produire un manuscrit comme ça. C'était les 2 grands cerveaux de la fin du Moyen-Âge qui auraient pu réaliser un manuscrit comme celui de Voynich. Inutile de te dire qu'à partir du moment où le manuscrit de Voynich commence à circuler,
les plus grands spécialistes en cryptographie vont se pencher sur le manuscrit. Ces mêmes individus qui ont réussi durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à déchiffrer le code Enigma, qui était le code utilisé par les Allemands, pour crypter des messages. Okay. Et sans la machine Enigma, tu as probablement vu le film, je pense que c'était Sous-marin S-571 ou un truc. Donc, on essayait de retrouver la machine Enigma qui aurait permis de briser ce fameux code des Allemands. C'était un code excessivement complexe. Et pourtant, du côté des Américains, dans les services secrets, il y avait des spécialistes qui avaient déjà réussi à percer le code Enigma. Ces mêmes gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich et se sont brisés les dents. Personne n'a jamais réussi à décoder le manuscrit de Voynich. À sa mort, Voynich a cédé le manuscrit à son épouse. On parle de quelle année? Voynich est décédé dans les années 60. Okay. Et le manuscrit est passé à son épouse. Et son épouse, éventuellement, l'a cédé à une secrétaire. Et en 1969, elle va en faire don à la bibliothèque Beinecke de l'Université de Yale au Connecticut. Et depuis, le manuscrit de Voynich est là. Inutile de dire que chaque année, toutes sortes de spécialistes de manuscrits anciens demandent à voir le manuscrit de Voynich. Mais il l'endommage, j'imagine, dans le prenant. Chaque fois. Et là, on arrive en fait à ma nouvelle, parce que, comme tu l'as compris, lorsque l'on sort le manuscrit de Voynich, chaque fois, sa manipulation endommage un peu le manuscrit. Moi-même, j'ai été un peu responsable. J'ai eu le manuscrit une quinzaine de minutes entre les mains au début des années 2000. Je m'étais présenté là-bas, on tournait une série documentaire pour la télé, et j'ai demandé à voir le manuscrit de Voynich. Donc, pendant une quinzaine de minutes, j'ai eu le très précieux manuscrit entre les mains. Mais comment tu te sentais? T'avais pas peur de le briser, d'arracher une page? Il y a toujours un peu cette inquiétude-là, mais également, je te dirais, il y a une sorte d'ivresse parce que depuis que je suis gamin, que je m'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, évidemment, j'ai vu 1000 photographies du manuscrit de Voynich, et c'est vrai qu'adolescent, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais le manuscrit entre les mains. Et comme tu l'as mentionné, utiliser ou manipuler le manuscrit, c'est l'endommager. Oui. Alors, on arrive à cette nouvelle qui est quand même très intéressante. L'Université de Yale vient de signer une entente avec une maison d'édition du nord de l'Espagne pour reproduire, mais quand je dis reproduire, ce n'est pas simplement reproduire, mais c'est réellement de cloner le manuscrit de Voynich. On a fait appel à des spécialistes, notamment dans la pâte à papier, pour recréer le même vélin qu'on avait utilisé au Moyen-Âge pour imprimer le manuscrit de Voynich. Chaque marque du papier sera reproduite, chaque déchirure du papier sera reproduite, chaque glissement d'encre sera Pourquoi? reproduit. Parce qu'à quelque part, c'est le contenu qu'on veut déchiffrer. Voilà. Et là, on nous dit, ces gens-là nous disent qu'une fois que le manuscrit ce clone sera complété, en fait, on va en reproduire 898 manuscrits. Et pourquoi ce nombre? Bon, ça reste un peu mystérieux. Et déjà, au moment où on se parle, il y a plus de 300 noms d'inscrits sur une liste qui ont fait une demande pour obtenir une copie du manuscrit, qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Parce que le premier manuscrit va prendre à peu près 18 mois à compléter. OK. Et il va se vendre entre 10 000 et 12 000 $ canadiens. Donc, oui, tu as tout à fait raison. C'est pas la portée. Pas besoin de rien dire, là. Mais je veux dire, qui va acheter ça? Les musées? Les musées vont acheter ça. L'Université de Yale va en avoir évidemment 2 ou 3 copies. Eux sont très heureux de cette entente parce qu'à partir de maintenant, ils pourront conserver l'original dans les voûtes de la bibliothèque Beinecke et de présenter la copie, le clone, en fait, aux étudiants ou dans des tournées, des présentations publiques. Donc, on n'aura plus besoin de manipuler l'original manuscrit de Voynich. Un dernier petit mot, bien évidemment, toutes sortes de spécialistes de cryptographie vont vouloir évidemment avoir leur copie pour se pencher sur le manuscrit de Voynich. Je dois quand même te dire que de nos 2 candidats que je t'avais proposés, soit Bacon et Léonard de Vinci, malheureusement, il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à une analyse au carbone 14 de la couverture du manuscrit de Voynich, parce qu'on savait, le document était définitivement un original, définitivement un authentique manuscrit du Moyen-Âge, mais on n'avait pas son âge très précis. Le document n'est pas daté. N'est pas daté, OK. Et à partir d'une analyse au carbone 14 sur la couverture, on a situé l'âge du manuscrit de Voynich à peu près au milieu du 15e siècle, donc aux alentours de 1440-1430. Ce qui veut donc dire qu'il est beaucoup trop jeune pour avoir été écrit par Bacon, l'alchimiste, et beaucoup trop vieux pour avoir été écrit par Léonard de Vinci. Donc, retour à la case départ, on est toujours dans l'ignorance de quel candidat historique aurait pu écrire le manuscrit de Voynich. On dit qui ou quoi?
c'est pas nécessairement une entité humaine, ça vient pas nécessairement d'ici. C'est pas des affaires que je crois, là, ceci étant dit, mais je sais qu'en ligne, ces choses-là ont dû sortir. Voilà, absolument. À cause, bien sûr, que le manuscrit présente des systèmes solaires inconnus, des plantes inconnues, une écriture inconnue. Inutile de te dire que les tenants des théories du complot, les amateurs de la théorie des anciens astronautes, donc que des extraterrestres seraient venus dans le passé, auraient eu des échanges avec l'humanité. Certains ont prétendu que le manuscrit de Voynich avait peut-être été écrit par un extraterrestre resté sur Terre, ou bien que c'est une information que des anciens auraient voulu recopier d'un manuscrit extraterrestre. Donc on a fait une copie d'un document extraterrestre. Mais on va continuer à en parler et on n'aura jamais la réponse à cette affaire-là, malheureusement. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à percer l'écriture, le code du manuscrit de Voynich, on va rester dans la spéculation sur son contenu. Tu viens de parler de musique? Tu viens de parler de maracas? Non. C'est qu'il y a? De Paracas. Ah, excuse-moi. Je ne connais pas pour une voyelle. Là. Et là aussi, on se trouve un peu dans l'univers, on est dans l'antichambre des extraterrestres. Encore une fois, pour les téléspectateurs, on va faire défiler des images. De quoi parle-t-on? Parce que l'on parle des crânes de Paracas. Paracas est un désert qui se trouve au Pérou. Et aux alentours des années 1920, on a retrouvé à peu près 300 crânes déformés, très allongés, comme ceux que les gens voient en ce moment. Sérieux, ça fait des drôles de faces. Oh, oui, absolument. Et pour les archéologues et les historiens, cette déformation du crâne était volontaire et elle contribuait à donner un aspect esthétique ou encore marquer une place tribale dans la communauté. Alors, on utilisait donc des enfants avant que les fontanelles soient liées entre elles. On plaçait une planche sur le front, une planche derrière le crâne. Tout ça était relié avec des cordes de manière à qu'on puisse faire une espèce d'étau et on serrait de manière à déformer le crâne. Juste mentionner que les fontanelles, ce sont finalement un peu comme, j'appelle ça les plaques tectoniques de la tête. Là. Voilà. Ce sont les plaques qui vont souder finalement le dessus du crâne. Et habituellement, à l'âge de 3 ans, c'est encore un peu modifiable. Absolument. Donc, il y a des sortes de membranes qui unissent ces couches osseuses. Ces couches de cette membrane souple va disparaître vers l'âge de 3 ans. Et là, les parties du crâne sont liées entre elles. Donc, on déformait le crâne de cette manière-là. On a même vu passer une image où on voit à quoi pouvait ressembler un adulte, par exemple, avec ce crâne déformé. On le faisait pour des raisons esthétiques ou des raisons tribales. La façon dont le crâne était déformé, la longueur du crâne permettait de reconnaître certaines castes au sein de la communauté. OK. Tu auras compris qu'avec une déformation comme celle-là, les amateurs d'extraterrestres, c'est toujours cette théorie des anciens astronautes. Parce que là, on se retrouve au Pérou. Le Pérou, c'est les Incas, donc une société qui sent mystérieusement l'extraterrestre. Alors, évidemment, on s'est dit, ces crânes déformés pourraient-ils être, et là, j'emploie le langage des amateurs de ces mystères-là, ces crânes déformés pourraient-ils être des crânes d'extraterrestres ou des hybrides, donc des créatures qui auraient fourniqué avec des créatures humaines et qui auraient donné donc une race... Ça, t'as pas d'image, j'imagine. Non. Colin! À quoi tu sers dans ce show-là? C'est bien vrai, mi-extraterrestre, mi-humaine. Et on nous raconte, et malheureusement dans le domaine du paranormal, c'est souvent des sources nébuleuses. Hein? Ou floues. Soit la photo est floue, ou on n'a pas retrouvé la disquette originale. La plus belle collection de photos floues, c'est dans le domaine du paranormal d'ailleurs. Et là, on nous annonce qu'il y a 3 ou 4 ans, parce que ces crânes à Paracas, il faut le dire, ils sont exhibés dans un petit musée très rustique. Ah oui, hein? Mais il fait sur le long. Sur le long, et qui est situé juste à l'entrée du désert de Paracas. Donc, pour quelques billets, on peut visiter le musée et voir ces fameux crânes. Okay. Donc là, on nous raconte qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, on aurait fait une analyse ADN sur ces fameux crânes. Okay. Une analyse dans un laboratoire inconnu par des scientifiques anonymes. OK. Comme c'est souvent juste à côté du lot de photos floues. Okay. Et donc, ces scientifiques nous arrivent en nous disant, d'après leur rapport, que ces crânes présentaient des anomalies génétiques au niveau de l'ADN mitochondrial. Qu'on utilise beaucoup quand on n'a pas une goutte de sang, qu'on n'a pas un cheveu. Voilà. C'est la façon parce que ça vient de la mère. Voilà. Okay. Donc, c'est l'ADN qui est transmise de la mère vers les enfants. C'est un ADN qui est beaucoup moins stable et beaucoup moins précis que l'ADN nucléique. Il appelle l'ADN de dernier recours. Voilà. Dans le domaine judiciaire. Donc, on nous dit que par l'ADN mitochondrial, le mtDNA, pour utiliser l'expression des scientifiques, donc il y aurait eu des anomalies qui sembleraient démontrer la réalité d'une hybridation avec une race inconnue.
C'est ce que nous disait ce rapport il y a 3 ou 4 ans. Et là, ben, tu comprendras que les amateurs de mystères et d'extraterrestres ont sauté là-dessus à pieds joints en disant, voilà, enfin une preuve, et cette fois une preuve scientifique, qui prouve ce contact avec les extraterrestres. Mais voilà que cette histoire s'écroule un peu comme un château de cartes, parce qu'il y a quelques semaines, on a procédé à une nouvelle analyse ADN. Cette fois, on a utilisé deux crânes de Paracas, qui sont au musée de Paracas, donc un crâne d'adulte et un crâne d'enfant. Et on a utilisé également un échantillon d'os, pris sur un crâne qui vient de Paracas, et qui est exhibé aux États-Unis, dans un musée aux États-Unis, à Los Angeles. Et de cette analyse ADN, 3 laboratoires ont été sollicités, 2 aux États-Unis et 1 au Canada, donc des laboratoires reconnus. On peut reparler avec les scientifiques après, il y a un protocole. Et en suivant un protocole, bien sûr, et l'analyse vient d'être publiée, et malheureusement, elle ne confirme pas ce lien hybride. Les crânes de Paracas sont des crânes 100% humains, et cette déformation est essentiellement une déformation mécanique, produite, comme je l'ai mentionné, soit en plaçant la tête dans une espèce d'étau. Il y a quand même une anomalie qui est apparue dans l'analyse, une anomalie intéressante sur le plan, disons, ethnologique. On le sait, l'Amérique, tant l'Amérique du Sud que l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, ont été colonisées entre il y a 10 000 et 35 000 ans à peu près. Quand tu dis on le sait, toi tu le sais. On l'apprend là. Alors que l'Asie, la pointe est de l'Asie, était relié à l'Alaska par le détroit de Bering qui était en glace. C'était le pont de glace, la dernière glaciation. Et les scientifiques, les ethnologues, croyaient que que l'Amérique avait été colonisée par des peuplades venues d'Asie qui avaient passé par ce pont de glace pour coloniser finalement l'Amérique. Sauf que dans le cas des crânes de Paracas, les analyses ADN montrent des marqueurs génétiques qui indiquent très clairement que les ancêtres des crânes de Paracas pouvaient venir d'aussi loin que d'Europe et même du Moyen-Orient. Alors ça, c'est quand même... On est toujours dans le domaine de l'humain, là. On n'est pas ici dans le domaine des extraterrestres, mais voilà que les ethnologues font face à une nouvelle constante, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on a toujours cru, les peuplades qui ont peuplé ou qui ont colonisé l'Amérique ne venaient peut-être pas tous essentiellement de l'extrême est de l'Asie, mais pouvaient peut-être venir de plus loin et peut-être même d'Europe. C'est ce que semble montrer l'ADN des crânes de Paracas. Mais on reste dans le domaine de l'humain. Voilà, ben c'était nos nouvelles pour aujourd'hui, nouvelles du Lab Secret. De retour après cette petite pause. C'est gros, mais c'est du flafla, c'est pour s'amuser. Je veux que tu nous parles d'un film qui est sorti en début d'été, que j'ai pas vu, mais il semblerait que les bases de ça sont un peu, sont peut-être pas les bonnes. C'est-à-dire que les enquêteurs à la base ont fait une job peut-être un peu bâclée ou un peu dramatisée. On parle de La Conjuration 2. Qui était d'ailleurs un film très attendu. Oui, mais est-ce que c'est un bon film, un bon divertissement? Oui, c'est un bon film. Je pense que si les gens, c'est un film de fantômes ou superlatif, et si les gens aiment ce genre de divertissement, c'est sûr qu'ils se régaleront parce que La Conjuration 2 est un excellent film de fantômes. Ce film est sous-titré Le Poltergeist d'Enfield. Et en fait, c'est le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce Poltergeist d'Enfield et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le film versus la réalité des faits enquêtés? Avant de regarder le 2 minutes de bande-annonce, je t'explique aux gens qu'est-ce que c'est qu'un poltergeist. Parce qu'on a le film en tête de 1982-83. On a fait d'ailleurs une reprise tout récemment. Pendant il y a 3 ou 4 ans, on a refait Poltergeist. Qui n'était sûrement pas aussi frappante que l'original, qui a vraiment marqué l'imaginaire. Oui, c'était vraiment, je dirais que Poltergeist, l'original, début des années 80, à ce moment-là, c'était le plus grand film de fantômes avec les effets spéciaux. Tout fonctionnait à merveille. Ce film-là était vraiment exceptionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un poltergeist en tant que tel? C'était assez amusant parce que dans le cas du film Poltergeist, que l'on prenne le film de 1982 et 83 ou bien encore la reprise d'il y a quelques années, on n'est pas ici dans le cas du poltergeist. C'est pas ça un poltergeist. Quand on utilise le nom parce que ça faisait beau, faisait exotique, mais on n'est pas dans le cas du poltergeist. Il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de phénomène de hantise, donc manifestation de l'au-delà,
les scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a 3 types de manifestations. Okay. Le premier type de manifestation, c'est la hantise. Donc, la hantise, j'imagine que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, comprennent qu'est-ce que c'est qu'une hantise. C'est un lieu, donc ce sont des manifestations qui se produisent dans un lieu. Souvent, c'est un lieu très ancien. Dans certains cas, par exemple, dans des résidences en Europe, ce sont des résidences qui ont plusieurs siècles, des châteaux qui ont plusieurs siècles. Ça pourrait nous arriver ici en passant, c'est pas jeune, là? Non, dans le lab secret, dans notre lab, il pourrait y avoir des manifestations. Donc, ce sont des lieux anciens, souvent très anciens, et souvent, des manifestations vont se produire sur des générations. Donc, il y a de très nombreux témoins de phénomènes qui se produisent mystérieusement. Dans certains cas, il peut y avoir des apparitions, quoique tout de suite, je vais dénoncer ça. Quoi? Les apparitions, dans le cas des phénomènes de hantise, les apparitions comptent pour à peu près seulement 1% des phénomènes associés aux fantômes. Donc, c'est très rare, la fameuse apparition du fantôme. C'était un gars, puis il avait un peu bu ce soir-là, fait que on n'en parle pas. C'est pas le lot de la manifestation. Donc, ça, c'est un phénomène de hantise, c'est le lieu. En cas d'un poltergeist, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Ce sont des manifestations. Poltergeist vient d'ailleurs d'un mot allemand qui veut dire qui est composé du mot polter, qui veut dire bruit, et geist, qui veut dire esprit. Donc, c'est un esprit bruyant. Et tu le comprendras, on n'est pas certain s'il y a réellement un esprit dans l'affaire, mais enfin, les manifestations de poltergeist, ce qui les caractérise, ce sont des manifestations qui sont spontanées. Elles vont apparaître un bon après-midi à 2 heures, soudainement ça se met à faire. Ce sont des manifestations destructives. Et ce que tu me dis, c'est que c'est pas uniquement la nuit? Non. Et ce sont des manifestations destructives. Entendons-nous, quand je dis destructives, c'est des coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent, des potiches, des bibelots qui sont lancés sur les murs. Elles apparaissent spontanément. Comme je l'ai mentionné, elles peuvent arriver soudainement un après-midi, elles commencent, elles vont perdurer pendant quelques jours, quelques semaines, et puis elles vont s'arrêter aussi soudainement qu'elles ont débuté. Pas de raison pour débuter, pas de raison pour arrêter. Dans certains cas, rarement, mais dans certains cas, on a vu des poltergeists qui ont perduré pendant des années. Mais généralement, on parle plutôt de quelques semaines, quelques mois. Ce qu'il y a de particulier dans les cas de poltergeist, c'est qu'il y a généralement au centre de la manifestation ce que l'on va appeler l'agent du poltergeist. C'est généralement un adolescent ou une adolescente d'âge pubère ou prépubère qui vit des problèmes émotifs. Et soudainement, c'est comme si ces émotions étaient transmises et se manifestaient de manière surnaturelle. Au lieu, je suis en colère, au lieu de frapper sur la table, il y a un coup qui va résonner dans un mur. Je suis en colère, au lieu de prendre une potiche et la lancer dans le mur, la potiche bondit elle-même vers le mur. C'est comme si mes sentiments étaient transmis, c'est comme si la matière autour de moi ou autour de cet agent du poltergeist se mettait en activité. C'est pour ça qu'on n'est pas certain s'il y a un esprit, l'esprit frappeur. Est-ce que c'est l'esprit frappeur ou est-ce que c'est une forme de télékinésie involontaire? Un bien grand mot, mais si je dis aux auditeurs, aux téléspectateurs, télékinésie, pensez au film Carrie, que tu as probablement vu. Oui, qui m'a un des films le plus fait peur dans ma jeunesse. D'ailleurs, qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Et dans Carrie, on voit des objets qui se mettent en mouvement autour de Carrie White, l'héroïne du film, mais ce ne sont pas des esprits, c'est elle qui provoque ça de manière involontaire. Donc, dans le cas du poltergeist, disons que l'assentiment du milieu de la parapsychologie, c'est que c'est l'agent du poltergeist qui produit la manifestation. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas un esprit de l'au-delà qui se manifeste, simplement un adolescent troublé qui provoque ces manifestations autour de lui. C'est le poltergeist. La troisième catégorie, on va sûrement en parler dans une prochaine émission, c'est le phénomène de la possession. Alors là, on n'est plus dans le cadre de l'esprit ou de la hantise, on n'est plus dans le poltergeist, on est réellement dans le cadre d'une possession. Et c'est pas toujours une possession diabolique. Les médiums. J'ai ma vision des faits, j'ai hâte d'en parler. Oui, il y a des médiums qui se mettent en transe, ils vont canaliser un esprit. Donc, c'est une possession volontaire. Mais c'est sûr qu'ici, en Occident, quand on parle de possession, on pense bien sûr à la possession diabolique. Et il y a des cas bien recensés, bien documentés. Un en particulier qui a donné lieu à un procès en Allemagne sur lequel j'ai enquêté. L'affaire de Annelies Michel. Et prochainement, dans une émission, on pourra en faire entendre des bandes audio de ces enregistrements. C'est tout à fait spectaculaire. Donc, on a nos 3 types de manifestations. Hantise, poltergeist, possession. Bon. On arrive à notre affaire du poltergeist de Anfield. Veux-tu qu'on regarde la bande-annonce avant? Regardons la bande-annonce du film. Ça dure 2 minutes, mais ça va vous mettre dans le bain. Puis après ça, on va non seulement vous parler du poltergeist, mais également des gens qui sont derrière ce film-là. Plus ou moins fiables, je vous dirais. On regarde ça. Vous êtes dans ma maison.
Allez-vous-en tout de suite. Non, ce n'est pas votre maison. Maintenant, dites-moi quel est votre nom. Je m'appelle Bill Wilkins et j'ai 72 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix? Il a l'air désorienté. Il est sénile? La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Ils appellent ça l'Amityville anglais. Cette famille a désespérément besoin de notre aide. Après tout ce que nous avons vu, il n'y a plus grand-chose qui puisse nous ébranler. Mais ce dossier-là, il me hante encore aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression d'entendre cette voix dans ta tête? C'est plutôt comme si elle venait de derrière moi. Comme si elle se servait de moi. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas Janet. C'est une petite fille adorable. Qu'est-ce qui lui arrive? Un esprit malfaisant essaie de la forcer à commettre le péché ultime. C'est-à-dire? Un meurtre, le suicide, ou bien les deux. Dites-moi que vous nous croyez. Tu sens une présence? Non, aucune. La seule chose que je sens, c'est leur peur. Lorraine! Chérie, tu saignes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une prémonition, j'ai vu ta mort. Qui est-ce? Les membres de cette famille ne sont que des pions. Quelque chose d'inhumain veut te tuer. Si on ne fait pas marche arrière... Non, laissez-nous tranquilles! Tu vas mourir. Alors voilà, excellent film que tu as vu, bon divertissement, mais comme on disait tantôt, parle-nous un petit peu du film en tant que tel, de l'histoire. Bon, d'abord, le film, il faut se dire que il a été réalisé par James Wan, oui. Le même qui avait réalisé La Conjuration 1. Oui. D'où le titre La Conjuration 2. C'est bien fait, hein? Il y a un concept. Il y a un concept. Et donc, dans La Conjuration 2, on retrouve en fait les mêmes héros que dans La Conjuration 1, c'est-à-dire le couple Ed et Lorraine Warren, qui sont interprétés ici par Vera Farmiga et Patrick Wilson, qui reprennent ces rôles-là. Donc, c'est un couple de démonologues américains. On va revenir d'ailleurs sur les Warren. Oui. C'est un couple de démonologues américains. Tu les as rencontrés en passant? Oui, plusieurs reprises. Et j'aurai quelques anecdotes à te raconter. Donc, cette fois, ils sont invités à se rendre à Enfield, qui est une banlieue ouvrière du nord de Londres, où il y a des manifestations surnaturelles qui se produisent. Et là, le film va s'enchaîner sur cette histoire de poltergeist dans cette résidence de Enfield. Maintenant, quelle est la véritable histoire du poltergeist d'Enfield? Donc, oublions un instant l'histoire des Warren et leur implication dans l'affaire du poltergeist d'Enfield et regardons l'histoire elle-même de ce poltergeist d'Enfield. Parce qu'on a dramatisé pas mal, semble-t-il, à partir des faits de base. Beaucoup, mais à partir d'une histoire qui, à l'époque, avait défrayé la manchette en Angleterre. C'était l'histoire de fantômes. À un moment donné, dans le film, on nous dit cette histoire, c'est un peu le Amityville d'Angleterre, le Amityville de Londres. Et cette expression n'est pas trop exagérée. À l'époque, en 1977, l'affaire du poltergeist d'Enfield date de 1977. À l'époque, cette affaire-là avait défrayé la manchette et c'était devenu en effet la grosse histoire de fantômes. Alors, je te place un peu dans le contexte de l'histoire. Comment tout ça va se produire? On est d'abord... Tout ça va commencer le 30 août 1977. Les enfants... Là, ici, on est dans... C'est une maison... Je l'ai mentionné. C'est un quartier ouvrier de Londres, le quartier d'Enfield. Ce sont des gens relativement pauvres. Et là, ici, on est en présence de Madame Peggy Hudson, qui est née Harper. Elle a 4 enfants. Elle a d'abord Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Pete, 10 ans, et Jimmy, 7 ans. Le petit Jimmy, d'ailleurs, qui ne sera pas vraiment présent lors des événements. Et donc, dans la soirée du 30 août,
les enfants vont se plaindre à la mère en disant, on entend des grattements, des coups frappés dans le mur. Les filles partagent une chambre, évidemment, Jeannette et sa sœur Elisabeth, et là, Margaret, pardon. Donc, ils partagent une chambre, et là, ils entendent comme des coups frappés dans les murs, des objets qui bougent. Ils ont l'impression qu'il y a des trucs mystérieux qui se produisent. Ils en parlent à la mère. La mère dit, bon, ben, tout ça, c'est une blague, allez vous recoucher, puis on n'en parle plus. Le lendemain, reprise des événements, les deux filles se plaignent, encore une fois, Margaret et Janet se plaignent de manifestations étranges dans la chambre. Alors la mère décide cette fois de se rendre sur place. Elle s'assoit, les deux fillettes sont couchées, la mère s'assoit sur un fauteuil à l'entrée de la chambre, ferme la lumière et là attend quelques instants. Et soudain, elle entend une sorte de grattement. Elle ouvre la lumière et voit un meuble qui se déplace de lui-même sur le plancher de la chambre. Okay. Alors, évidemment, Mme Hudson est convaincue cette fois qu'il y a quelque chose de surnaturel et elle croit même qu'il y a des gens dans la maison. Okay. Pourquoi arrive-t-elle à cette conclusion difficile? Mais bref, elle ramasse la marmaille. J'ai mentionné tantôt 2 garçons, 2 filles, mais un des garçons, le plus jeune des garçons, Jimmy, n'est pas à la maison à ce moment-là. Il est chez un membre de la famille. Donc, tout va tourner autour des 3 premiers enfants, donc Margaret, Janet et Peter. Donc, okay. Madame Hudson prend les 3 enfants, va chez un voisin, et là, elle explique un peu ce qui se passe. Le voisin va se rendre chez Hudson et va faire le tour du propriétaire, ne voit rien, mais décide quand même d'appeler la police. Donc, il y a 2 policiers, 2 constables qui vont se présenter chez les Hudson. Et là, on se trouve sur une rue qui est Green Street, à Enfield. Les policiers débarquent, font le tour de la maison. Et pendant qu'un des policiers se trouve au premier étage, il y a une femme policière qui, elle, est au premier étage et elle voit un fauteuil qui se déplace sous ses yeux. Oh my God, OK. Et elle va remplir un procès verbal à cet effet-là. Okay. Elle va dire à Mme Hudson, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres chez vous, mais on ne voit pas d'activité criminelle. Okay. Alors, que fait-on? Comment arrêter un fantôme et lui passer les menottes? Voilà. Il n'y a pas de bras. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ne sachant trop vers quoi se tourner, les voisins vont décider de contacter un journal local, le Mirror, qui va envoyer des journalistes. Et là, les journalistes vont être à leur tour témoins de manifestations. Donc là, les jours s'écoulent. On est là, on est au début du mois de septembre 1977. Le Mirror est sur place. On assiste à des manifestations étranges. L'un des journalistes décide de prendre contact avec la Society for Psychical Research, un organisme bien établi depuis la fin du 19e siècle à Londres. Et là, on va demander un type qui s'appelle Maurice Grosse. C'est peut-être un mauvais choix. Maurice Grosse n'est pas un mauvais enquêteur, mais quelques jours plus tôt, sa fille est décédée. Okay. Donc, on a un bonhomme qui est un peu troublé par le décès récent de sa fille, et là, il est soudainement parachuté dans une histoire de fantôme. Ça va un peu embrumer son jugement. Quoi qu'il en soit, Maurice Grosse débarque chez les Hudson, et là, on peut dire que l'enquête sur le poltergeist d'Enfield débute. Donc, il assiste à son tour à des manifestations, les meubles qui bougent, les coups frappés dans les murs, tout ça. Donc, Maurice Grosse va documenter ça. Quelques jours après le début de son investigation, par un concours de circonstances, il va faire une première présentation de ses observations devant des membres de la Society for Psychical Research, et par le pur hasard, se trouve sur place un individu qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Okay. Et Guy Lyon Playfair s'est spécialisé justement, il est membre de la Society for Psychical Research, et s'est spécialisé dans les cas de poltergeist. Alors Playfair se dit, voilà un cas extraordinaire, il demande de collaborer avec Grosse, et voilà que nos 2 bonhommes, en tandem, vont se rendre à Enfield, et pendant donc des semaines, voire des mois, ils vont documenter les manifestations d'Enfield. Si je regardais la documentation de ces 2-là, comparativement au film, est-ce que ça se ressemble? Par certains aspects, oui. OK. Donc, on a des manifestations qui sont extraordinaires, coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent. Ce qui est assez particulier, on a par exemple des petits blocs Lego qui sont souvent lancés contre les visiteurs. Okay. Et là, on raconte même à un moment donné que Janet aurait commencé, la plus jeune des filles, aurait commencé à faire des vols planés comme si des forces mystérieuses se saisissaient d'elle dans son lit et la lançaient dans les airs. Okay. Et là, soudainement, Janet va aussi développer une nouvelle caractéristique. Elle va se mettre à parler avec une voix gutturale. En fait, 2 voix gutturales. OK. Un petit peu comme ça. Ça, c'est Maurice Maddox. Oui, c'est ça. Mais... Maddox Vachon ou des chants inuits, un des 2. et là, Janet va parler avec ces 2 voix. L'une de ces voix, dit-elle, est un individu qui est enterré au cimetière local parce que
pour m'être rendu sur les lieux, je peux dire que la maison d'Enfield, c'est le 285 Green Street, pratiquement en face, le cimetière se trouve là. Donc, elles disent, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est enterré au cimetière. Hello, my name's Morris. Let me hear you say it. Morris. That was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. Et l'autre voix, elle raconte que c'est un homme, un ancien locataire qui a vécu dans l'appartement et qui est décédé dans l'appartement. Okay. Donc, tout ça peut paraître très mystérieux. Bon, pour la voix aussi de l'individu du cimetière, ça peut paraître tiré par les cheveux. Pour ce qui est de la personne décédée dans l'appartement, ben, c'est quand même de notoriété publique. Les fillettes, par exemple, fréquentent l'école et tout le monde sait que dans la maison, avant qu'elles y emménagent, Monsieur Y qui habitait là est décédé. Donc, OK. C'était pas une légende urbaine, c'est des choses qui ont été prouvées, ils l'ont connu. Et c'était de notoriété publique. Okay. Donc, les fillettes ne font pas preuve d'une vision ou d'un phénomène de clairvoyance en annonçant. Donc, elle parle avec ces deux voix-là qui ne sont pas... Pour Gross et Playfair, ce sont des voix qui sont extraordinaires. De voir une petite fillette très frêle de 10 ans parler avec une voix comme ça, ça peut paraître très étrange. Ah, je suis un gars de 50 ans, ça me fait le même effet, je te jure. Là. Mais on va faire venir à un moment donné un ventriloque qui, lui, n'est pas si impressionné que ça. Donc, on voit, on nage toujours entre deux eaux, et tant et si bien qu'au début de 1978, on parle janvier-février 1978, les manifestations du poltergeist d'Enfield vont commencer à diminuer et vont pratiquement s'arrêter. OK. Alors, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair, convaincus qu'ils en sont à la fin de leur investigation, vont faire leur baluchon et vont quitter les lieux. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ils vont tous deux écrire un rapport qu'ils vont soumettre à la Society for Psychical Research, et éventuellement, Guy Lyon Playfair va écrire 2 ans plus tard un ouvrage que j'ai ici d'ailleurs dans sa traduction française, qui est « Cette maison est hantée », qui est paru originalement sous le titre « This House is Haunted ». T'es bon en anglais. J'ai l'accent. C'est incroyable, on dirait du Texas. This House is Haunted. C'est britannique. We'll be back. Et donc, cet ouvrage raconte l'histoire du poltergeist d'Enfield. Oui. Mais il y a une autre partie moins glorieuse que l'ouvrage ne mentionne pratiquement pas. Okay. Après la fin des manifestations originales, lorsque Guy Lyon Playfair et Maurice Grosse vont se retirer, les manifestations entrent dans une période de léthargie. Et puis voilà qu'elles vont réapparaître quelques semaines plus tard. À nouveau des coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent. Et là, cette fois, Mme Hodgson contacte à nouveau la Society for Psychical Research qui décide d'envoyer 2 nouveaux enquêteurs. Pas Playfair ni Maurice Grosse. 2 nouveaux enquêteurs, donc un regard neuf sur cette histoire. Alors, on a une femme qui s'appelle Anita Gregory et on a le docteur Beloff qui se présente également sur place, qui lui-même est un illusionniste. Donc, il connaît un peu le... Alors, s'il y a de la trickery autour, c'est ça? Et voilà. Et donc, Beloff arrive sur place avec Mme Gregory et assez rapidement, ils vont surprendre les enfants à falsifier des manifestations. Donc, un petit coup donné sur un meuble pour le renverser, on va tordre des cuillères, des instruments. Et c'est assez amusant parce que le fait qu'on surprend les enfants à tricher, cet élément-là est présenté dans le film La Conjuration 2. T'es-tu sérieux? On voit les enfants tricher dans La Conjuration 2. Mais ça jette pas un peu d'ombre sur les premières? Mais dans le film, lorsque Jeannette est interrogée, pourquoi avoir falsifié, elle répond, c'est parce que des fantômes m'ont demandé de faire ça. mais dans les faits, il en va autrement. Hein? Donc, les enfants avouent, ils sont pris la main dans le sac. Alors, ils avouent qu'ils ont falsifié des manifestations, mais prétendent qu'ils ont manipulé seulement les événements depuis la reprise des manifestations. Non, mais comment les croire? Mais voilà. Ils jurent qu'ils n'ont rien fait lors des premières manifestations, celles enquêtées par Guy Lyon Playfair. Mais déjà là, à ce moment-là, le poltergeist d'Enfield est entaché. Donc, évidemment, il n'y aura jamais unanimité. Ceux qui s'en tiennent à l'analyse menée par Grosse et Playfair continuent de croire que le poltergeist d'Enfield est authentique. Et bien sûr, les sceptiques, eux, vont se ranger du côté du rapport de Beloff et de Gregory, qui soutiennent que les enfants sont en fait les manipulateurs qui ont réussi à tromper les enquêteurs. Ce qui est dommage, c'est que dans la version 1, ils étaient le catalyseur, c'est par eux que ça arrivait.
Et dans le deuxième cas, ce sont eux les responsables du fait qu'on les croit plus. Voilà, absolument. Donc, le poltergeist d'Enfield ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que c'est l'histoire de fantômes, sans aucun doute, la plus connue des dernières années en Angleterre. Encore aujourd'hui, il suffit de se rendre à Enfield et tous les gens de Green Street, par exemple, vous diront, voilà la maison où s'est produit les événements. C'est un peu comme la maison d'Amityville. Hein. Si vous débarquez à Amityville, qui se trouve sur Long Island, en banlieue de New York, et si vous vous présentez sur Ocean Avenue, vous allez non seulement reconnaître les lignes caractéristiques de cette fameuse maison qu'on a vue, mais tous les gens du quartier savent quelle est cette fameuse maison. C'est un peu un point d'attraction. Une attraction un peu macabre, une attraction que les gens n'apprécient pas forcément, ce tourisme surnaturel. Oui, les voisins ne doivent pas être nécessairement heureux de ça. Mais tout le monde connaît la maison du poltergeist d'Enfield. Donc, grosso modo, cette histoire a été un peu entachée par ce que les enfants ont fait. Et on a même, tout récemment, avec la sortie du film La Conjuration 2, on a réussi à retrouver notamment Janet, qui était en fait l'enfant la plus marquée par ces manifestations. Non seulement c'est elle qui aurait été victime de phénomènes de lévitation dans sa chambre, c'est également elle qui parlait avec ses voix gutturales. Donc, elle était l'élément principal des manifestations d'Enfield. Et pour La Conjuration 2, elle a donné quelques entrevues. Il faut dire que les enfants sont toujours demeurés excessivement discrets par rapport à ces événements-là. Il y a eu ce moment de publicité en 1977, lorsque le poltergeist était évoqué dans les médias, mais après, lorsque l'affaire est retombée, les jeunes sont restés excessivement discrets, ont très très peu parlé de ces événements-là. Et là, pour une rare fois, il faut comprendre, Jeannette a reparlé de ça. On voit que c'est une femme qui reste très introvertie. OK. Qui s'exprime très, très difficilement sur ces événements. Tu sens que c'est pas un coup de pub? Non. Et elle continue de maintenir que les manifestations, que oui, c'est vrai que elle, son frère et sa sœur ont pu manipuler à quelques moments des événements parce que ça embêtait maman, puis ils aimaient ça embêter maman, mais elle continue de jurer que près que 90% des manifestations d'Enfield étaient authentiques. Il y a pire que ça? Oui. Il y a les Warren de qui tu veux parler la semaine prochaine aussi. Parce que dans l'affaire de Enfield, il n'y a pas que le poltergeist d'Enfield. Il y a d'autres vedettes. Et les autres vedettes sont les Warren. Les Warren qui, dès les assises du film, on nous présente ce couple comme un couple de démonologues. Ils ont été les vedettes du film La Conjuration 1. On nous dit d'entrée de jeu qu'ils ont été mandatés pour aller enquêter sur l'affaire du poltergeist d'Enfield. Alors là, vraiment, on a déformé des faits. Et ça, je t'en reparle la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Oh, en passant, juste mettre les gens au parfum, tu as rencontré, je le disais tantôt, entre autres la dame, tu me disais qu'elle était excessivement gentille. Et on va se quitter là-dessus. Raconte-moi la fois où tu étais dans le salon et tu disais, là, il faudrait qu'on parle, ça n'a plus de sens. Là. À ce moment-là, Ed Warren est excessivement malade, donc il est alité. Et Lorraine Warren veille sur lui comme une infirmière là, à chaque minute pour s'assurer que son mari ne manque de rien. Et puis à un moment donné, moi, je me trouve là avec un caméraman, un ancien de Radio-Canada, Patrice Massenet, que je salue s'il nous regarde ce soir. Et donc, je suis là avec Massenet et à un moment donné, Mme Warren se lève et nous dit « Écoutez, je vais aller voir Ed et je vous reviens dans une minute. » Et là, dès qu'elle se lève, je regarde Patrice Massenet et j'ai dit « Écoute, si on s'en va pas maintenant, elle va se mettre à nous faire des biscuits. » Donc, c'est une bonne grand-maman qui était excessivement accueillante, qui était excessivement plaisante. C'est rentré pour toi ce matin. Oui. Ça vient, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Il y a une note dedans, je vais t'inviter à le lire. Ah non! Les biscuits de Mme Warren! C'est elle qui t'a laissé une note. Je sais pas ce qui est écrit. Aïe, aïe, aïe. Écoute, je vais me permettre de prendre mes lunettes. C'est pas un problème. Hi, Kristen. You have a camera left as soon. Wanted to give you some cookies. Just more and not good days. Ben, merci, Lorraine. On va en reparler la semaine prochaine. J'espère que cette première édition vous a plu du Lab Secret. Christian Page, Éric Nolin, amusez-vous bien. Si vous avez des suggestions à nous faire, faites-les par le compte Facebook sur lequel vous êtes présentement. Bonne semaine et à bientôt. Bye. Salut!